Selon moi, à quoi servent les arbres? À respirer, je crois. Ils servent à transformer le CO2 en oxygène. Non? Si? Bon, ça sert à produire de l'oxygène, mais c'est le cerf qui me gêne un peu parce que c'est pas nous qui avons mis les arbres étaient là avant nous. Les arbres, ils servent à nous tenir debout, nous les humains. Les arbres, c'est aussi un habitat pour une énorme population terrestre, au sens phonique du terme. Salut Barbara. Salut Antoine. Ça va? Oui, et toi? Nickel. Le voyage n'a pas été trop long? Un peu long, mais ça va, ça s'est bien passé. Content d'arriver. Tu m'étonnes. Moi en tout cas, bienvenue à Umeå. Ouais. Donc on est ici tout au nord de la Suède, pas très loin du cercle polaire. Et on est surtout devant mon université, SLU, qui est en fait une université qui traite surtout des sciences agricoles et forestières. Il y en a quelques-unes en Suède, dont une ici, principalement axée sur la forêt. Du coup, ton bureau est là? Exactement, c'est là que je travaille, que j'analyse mes données, que j'écris les articles, bref, où je fais tout le travail informatique, disons. Alors je te l'aurais bien montré, mais c'est un peu le bazar. L'idée, ça serait peut-être plutôt que je te montre les vrais arbres sur lesquels je travaille. Si ça te dit, on pourra monter en haut d'un échafaudage sur lequel on fait des mesures en haut de la canopée. Bah écoute, beau programme, on y va. Eh ben banco. Bon, dis-moi Antoine, on est où là? Alors là, on est à Rosinadal, c'est comme ça que s'appelle le site, et c'est ici que je fais mes mesures sur ces arbres. Donc c'est une forêt de pins sylvestres qui a à peu près 100 ans. Et puis surtout, ce qui est particulier, c'est qu'on est à peu près à 15 ou 16 mètres au-dessus du sol aussi. Donc on est au niveau du haut de la canopée de cette forêt de Rosinadal. D'accord, et alors quel est l'intérêt de faire des mesures en haut de cette canopée avec des échafaudages comme celui-là? Alors l'intérêt, c'est de pouvoir mesurer en direct, donc sur les branches des arbres tout au long de la saison, les échanges gazeux de ces arbres. Et moi, c'est ça que je regarde, c'est en gros combien de carbone est capté par la forêt. Et donc on a besoin de savoir comment se déroule la photosynthèse au plus haut de la canopée, là où le soleil est le plus fort, où l'accès à la lumière est le plus fort. Et la lumière, c'est le moteur de la photosynthèse. D'accord. Et alors, il y a une seule technique ou il y en a plusieurs pour le faire? Puisque quand on est venu tout à l'heure, j'ai vu un autre échafaudage d'une autre couleur. C'est différentes techniques, c'est la même chose? Il y a deux systèmes pour mesurer la photosynthèse. Celui que tu as vu juste avant, ça s'appelle une tour d'édicovariance, où en fait, il y a 3 capteurs à peu près 20-21 mètres au-dessus de la canopée, donc un petit peu plus haut encore qu'ici. Et entre ces trois capteurs, on va mesurer les flux de CO2. On va être capable de savoir combien il y a de CO2 qui circulent, qui remontent vers l'atmosphère, ou au contraire, qui ont été absorbés. Donc ça va nous donner, sur une large échelle, la photosynthèse de toute la forêt. Et nous, on essaye de donner une autre technique en ayant des mesures justement sur les arbres, vraiment directement prises sur les arbres. Ça nous permet de proposer une méthode où les mesures de tour à flux, elles sont impossibles, parce que ces mesures-là, elles demandent un terrain plat, les mêmes espèces partout, des terrains avec des arbres du même âge. Et ça, c'est pas toujours le cas dans toutes les forêts du monde, heureusement. Et donc nous, avec notre méthode, avec des méthodes sur les arbres, on va arriver à pouvoir avoir une estimation de cette photosynthèse, là où l'édicovariance n'est pas capable de le faire. Donc c'est un des moyens aussi de mesurer cette photosynthèse. Et quel est l'intérêt finalement d'une telle recherche et de mesurer cette photosynthèse? Alors moi j'ai envie de dire, ma première réponse, ça serait de dormir moins bête le soir, déjà. Alors, mais je pense que c'est important de se dire aussi que des fois on essaye juste de comprendre comment ça fonctionne, et voilà, on sait un peu plus comment notre monde, notre environnement fonctionne. Après, bien sûr, il y a d'autres applications plus concrètes, disons, et notamment, ça nous permet d'évaluer combien un écosystème forestier boréal, comme c'est le cas ici, va emmagasiner ou rejeter de carbone. On a coutume de dire qu'une forêt, c'est un puits de carbone, c'est-à-dire que ça absorbe du carbone. On se rend compte aussi que des fois, c'est une source de carbone, c'est-à-dire qu'elle rejette plus de carbone qu'elle n'en accumule par photosynthèse. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir, et ça permet notamment à des grands rassemblements scientifiques comme le GIEC par exemple, de dire l'écosystème boréal il capte tant de carbone avec telle ou telle espèce, donc ça veut dire que si on veut optimiser le captage du carbone et essayer de un petit peu diminuer le gaz à effet de serre, eh bien il vaut mieux qu'on coupe des arbres qui ont tel âge ou qui sont de telle espèce, qui vont grandir
à telle vitesse. Donc ça nous permet aussi de pouvoir orienter des décisions politiques en termes de gestion forestière par exemple. D'accord. Alors du coup là, malgré tout, ça reste un terrain d'études très sympathique. Un peu haut à mon goût, mais très sympathique. C'est joli. Tu es tout le temps en forêt, tout le temps sur les échafaudages? Alors non, j'y suis même très rarement, puisque là je travaille sur des données qui ont été acquises il y a déjà un certain temps. Donc moi en général je récolte les données, donc il y a des centrales qui recueillent les données des capteurs, et moi je traite principalement ces données-là pour avoir des valeurs de carbone captées. Ok. Et du coup, quand tu fais des grandes phases de travail en laboratoire, tu sors quand même un petit peu te promener en forêt. J'imagine parce que le paysage, on est passé un petit peu en arrivant, a l'air assez sublime. Oui, bien sûr, à chaque fois que c'est possible. Et alors, c'est aussi l'intérêt de notre groupe où il y a beaucoup de thésards, beaucoup de postdocs, c'est qu'on a tous un petit peu nos manips. Moi, il y a très peu finalement de temps consacré vraiment à du terrain par rapport à ce que je fais sur l'ordinateur, mais d'autres consacrent plus de temps sur le terrain et voilà, on a coutume de s'entraider les uns les autres, donc ça nous fait, moi par exemple aussi, sortir du labo et effectivement profiter de ce cadre en aidant mes collègues sur leurs mesures ou en ayant juste à aller vérifier par exemple ce qui se passe sur les capteurs ou sur certains prélèvements. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille profiter de ce cadre un petit peu plus proche du sol, parce qu'il y a quand même un petit peu de vent et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise, et qu'on en profite pour peut-être discuter de ce qui t'a amené à faire ces recherches ici et ce que tu as fait avant. Eh bien, pas de souci. Très bien. Et ce que je fais, c'est que je te laisse passer devant, parce que je suis un tout petit peu anxieuse, et on peut y aller. On est quand même plus à l'aise quand on est à même le sol. On est bien, c'est plus serein. Bon, du coup, reprenons peut-être un peu où on en était. Oui. Du coup, là, tu bosses sur la canopée suédoise. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a amené en Suède? Puisque toi, t'es pas originaire d'ici. Non, pas du tout. Non, il me manque le côté blond pour être originaire d'ici. Non, alors en fait, donc j'ai terminé ma thèse en 2017 à Clermont-Ferrand. J'ai pu faire au début de l'été 2018 un premier postdoc à l'Institut Pascal à Clermont. Et après, donc, je cherchais un autre postdoc. Donc j'ai postulé à cette offre et puis ma foi, ils ont décidé de me garder, de me tester pour ces 2 ans. Donc c'est un petit peu voilà, sur le hasard d'une offre qui m'est arrivée dans les mains. C'est pas complètement le hasard non plus, puisque finalement tu travaillais sur ces mêmes thématiques dans le cadre de tes travaux de thèse. Alors bien sûr, oui, il fallait que quand même j'y trouve mon intérêt dans la thématique. Donc pendant ma thèse, j'ai travaillé sur les interactions biotiques entre des jeunes plants de chêne et des herbacées en forêt. Alors je voulais essayer de retrouver un peu cet aspect écologie et en même temps écophysiologie, c'est-à-dire expliquer comment les plantes fonctionnent dans des environnements qui sont changeants, selon le niveau de ressources, le niveau de température par exemple. Et c'est vrai que nous, quand on a préparé cette vidéo, on s'est un petit peu interrogé sur à quoi servent les arbres. On est même allé demander un petit peu aux gens ce à quoi ils pensaient que ça serve. Donc la plupart répondent un petit peu traditionnellement à respirer, à produire de l'oxygène. J'imagine que c'est leur fonction presque première, en tout cas en ce qui nous concerne. Alors c'est quelque chose, oui. En fait, je suis un petit peu chagriné par la formulation de les arbres, à quoi ça sert finalement. Mais oui, en tout cas, nous, la principale ressource qu'on en retire, effectivement, c'est cette production d'oxygène, qui n'est pas inhérent aux arbres, mais à tous les végétaux chlorophylliens, donc les végétaux verts en général, qui produisent de l'oxygène et qui captent du carbone. Puis alors, lorsqu'on a discuté avec eux, on est allé un petit peu plus loin. On leur a demandé quel était l'impact, selon eux, de la déforestation. D'accord. Parce que c'est aussi quelque chose qui fait que tu travailles sur ces questions-là. Et donc là, par contre, je t'invite à regarder leurs réponses et à nous dire selon toi, quel est cet impact et compléter peut-être leurs réponses. D'accord, ok. Alors, je te laisse regarder ça. Du coup, il y a moins d'oxygène qui est produit, d'une part. Je trouve une deuxième part maintenant. Je sais pas, ça détruit un peu l'écosystème parce qu'il y a plein de petits insectes et des oiseaux et plein d'animaux qui vivent dans les arbres. Et du coup, ouais, ça participe à la destruction des écosystèmes. La déforestation est responsable aussi d'une grande partie de la modification du climat depuis quelques années. J'imagine qu'il y a un impact sur les habitations aussi de certains habitants dans certaines tribus. On est en train de détruire la planète, en tout cas sous la forme qu'on
qu'on connaît actuellement. La fin du monde, c'est un peu triste. C'est logique, quoi. S'il n'y a pas d'arbres, on respire pas et donc il n'y a plus de monde, quoi. Genre, il n'y a plus d'humains, même les animaux, il n'y a plus rien, quoi. C'est essentiel. Faut pas déforester. Alors, verdict. Effectivement, l'oxygène revient beaucoup. Bon, on a tendance à dire que la forêt amazonienne, c'est le poumon de la Terre, par exemple. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, effectivement, la forêt produit cet oxygène. Je dirais que ce qui manque peut-être, c'est aussi la pluie. Ça a un impact très fort, ces forêts, notamment parce que, de par l'enracinement, on a des racines qui vont très profond dans le sol chercher de l'eau, là où il n'y en a pas forcément en surface. L'arbre transpire de l'eau, et donc va réévacuer cette eau via de l'évaporation et via des composés aussi très très fins. C'est aussi sur ces composés que vont pouvoir aussi s'agglomérer des gouttelettes d'eau et former de la pluie. Donc effectivement, quand on rase des forêts dans des endroits où c'est déjà très sec, ben on limite aussi par exemple ce service-là des forêts et des arbres qui est de quelque part presque créer, si j'ose dire, de la pluie dans ces endroits-là. La biodiversité, effectivement, un arbre c'est pas seulement pour de l'oxygène, mais effectivement il y a tout un tas d'êtres vivants qui y vivent, et tous ces êtres vivants ont un lien dans les différents cycles du carbone, de l'azote par exemple, et qui vont avoir un impact aussi sur notre environnement, sur les interactions qu'on peut avoir et les services qu'on peut tirer de ces écosystèmes. Est-ce que tu m'accorderais le privilège qu'on aille se promener et de me parler un petit peu des espèces qu'on va croiser en chemin et les différencier? Avec plaisir. C'est des choses que tu as déjà faites finalement, des petites balades pour expliquer la forêt? Alors c'est des choses que j'ai pu faire et que j'aimais faire, notamment dans les unités d'enseignement avec les licences où on devait apprendre aux étudiants à reconnaître certaines espèces, et des choses que je faisais aussi dans le cadre associatif avec l'ADNA, donc qui est l'association des naturalistes d'Auvergne, pour lesquels on organisait des sorties, et le but c'était de partager un petit peu les connaissances sur la flore, les arbres qu'on retrouvait dans notre environnement de tous les jours finalement. Merci, c'est une activité qui est hyper intéressante. Par contre là tout de suite, je sais pas toi, moi je me fais bouffer par les moustiques. C'est l'horreur. Donc ce que je te propose, c'est qu'on arrête là pour ce soir, qu'on aille se reposer un peu et éventuellement qu'on continue cette discussion demain autour d'un plat typique suédois. Eh bien avec plaisir, on fait comme ça. Alors, on s'est quitté hier, on était au milieu des bois. Oui. On se retrouve ce matin en centre-ville d'Umeå. On est où exactement? Alors on est dans un petit restaurant qui s'appelle Culture Bagueriette, et donc là qui nous propose un petit déjeuner ce matin, ce dimanche matin, pour nous faire du bien après cette longue journée d'hier. Donc hier on parlait des actions de médiation écologique, médiation scientifique que tu fais au niveau de la nature. Oui. Est-ce que tu as d'autres activités de ce type? Alors on essaye effectivement d'aller un petit peu plus large, enfin j'essaye en tout cas de faire des choses un peu plus larges que uniquement mon domaine, et on a effectivement monté une nouvelle association qui s'appelle Décoder, et dans lequel on essaye de vulgariser la recherche en général, donc les articles qui sont écrits par les chercheurs, et grâce auxquels on va faire vulgariser ces articles par les chercheurs, et c'est des élèves du secondaire qui vont relire, commenter ces articles-là pour les rendre vraiment accessibles, qu'ils arrivent à les comprendre, à s'en imprégner, et après les diffuser gratuitement au grand public. Après j'ai creusé un petit peu, j'ai vu que tu avais fait d'autres actions avant qui t'ont peut-être amené là, du type des actions avec des primaires. Oui, on avait déjà presque testé un peu des méthodes un petit peu pédagogiques, enfin des moyens par lesquels on trouve que c'est intéressant de vulgariser ce qu'on fait dans la recherche. Donc effectivement, à Clermont-Ferrand, avec le projet Retour à l'école, on se rendait dans des écoles primaires pour faire des activités avec les enfants. Un gros projet, ça a été préparer un voyage sur Mars et construire la cabane du futur par exemple. Et là où on mixait finalement plein de domaines scientifiques, et chacun apportait un petit peu sa contribution, et c'est aussi les élèves qui construisaient par eux-mêmes cette cabane du futur, qui préparaient ce voyage sur Mars grâce aux connaissances qu'on essayait de leur apporter, l'expérience qu'ils pouvaient faire. Enfin, ils avaient vraiment le moyen de faire concrètement des choses. Donc des actions entre médiation, transdisciplinarité. Exactement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de médiation scientifique aujourd'hui, de vulgarisation scientifique.
Nous, on a demandé aux gens s'ils pensaient que c'était important dans la société actuelle et pourquoi. Et j'ai envie que tu découvres les réponses pour que tu puisses réagir. Ok. Bah, évidemment. Enfin, oui. Alors évidemment, pourquoi ? Parce que la connaissance, c'est quand même indispensable pour tout le monde. C'est toujours sympa d'avoir un peu d'informations sur ce qui nous entoure, quoi. Tout est fait de science finalement, et faut être cultivé, c'est quand même plus facile à vivre. Et c'est important aussi pour l'ouverture d'esprit, la compréhension des choses. Enfin, plus on est au courant de choses scientifiques, moins on est crédule et malléable pour toutes sortes de choses. C'est pas, comme certains pourraient penser, c'est pas dénigrer la science en fait, non. C'est au contraire le rendre assez accessible à tous et pas rendre élitiste la chose, quoi. Bah oui, mais faut vulgariser parce que des fois c'est compliqué de comprendre les choses. Surtout quand on n'est pas scientifique, quoi. Mais du coup, ouais, c'est important. Mais faut trouver les mots pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre, quoi. Et ça, je pense que c'est pas le plus facile, du coup. Du coup, Alors, ce qui est rassurant, c'est que, enfin, à mon sens, c'est qu'effectivement tout le monde a l'air de valider le fait que c'est important que la science, la recherche soit vulgarisée. Et effectivement, ce que dit Laurent d'ailleurs est intéressant de ne pas être crédule. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment ça qu'on a essayé avec Retour à l'école, par exemple, avec le journal décodé. C'est pas apporter vraiment nos résultats et dire voilà, on vient de trouver ça et c'est ça qu'il faut maintenant avoir en tête. C'est vraiment d'essayer avec les élèves de construire le raisonnement pour que quand on donne une nouvelle info au grand public, et que le grand public soit capable de dire est-ce que dans la démonstration qu'on vient de me faire, est-ce que c'est vraiment une preuve ou pas ? Est-ce que c'est crédible ou pas ? Et c'est important aujourd'hui, je trouve, avec des problèmes comme le glyphosate, avec le spatial, est-ce qu'il faut aller sur Mars par exemple ? Il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent paraître un peu aberrantes et sur lesquelles il faut qu'on arrive à donner des preuves concrètes, enfin des arguments en tout cas, pour qu'il y ait de vrais débats et qu'on ne soit pas juste un petit peu le dindon de la farce en général des décisions politiques qui suivent. donc c'est l'importance de la médiation et presque de la médiation par l'action où on fait intervenir les gens pour qu'eux soient curieux et finalement aient envie de découvrir les choses et de comprendre le monde qui les entoure. C'est ça, pour qu'ils aient la curiosité en fait d'aller chercher les arguments, les pour, les contre, et d'après de pouvoir juger vraiment par eux-mêmes, de se dire ça me paraît plus crédible par rapport à ça, et d'être capable de l'argumenter. Et d'éviter ce qu'on a dans des débats de télé par exemple, c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement, je peux le dire 50 fois, c'est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire qui le dit et qu'est-ce qu'il dit. C'est ça qui est important, et si j'ai des sources, de pouvoir citer les sources pour que les gens aillent vérifier si je ne dis pas des bêtises. Donc toi, pour être un chercheur accompli, tu penses que c'est à la fois maîtriser ses recherches, être capable de les partager et être capable de donner envie aux gens de les découvrir ? Oui, complètement, parce que à mon sens, c'est stupide de me dire que mes résultats, je puisse les partager avec, par exemple, 3 chercheurs qui comprennent ce que je fais. Et si on est 4 à en discuter, finalement, ça n'apporte rien. Et à mon sens, notre mission à tous, en tant que chercheurs vraiment très globale, c'est vraiment de construire et de construire de la connaissance et d'en apporter. Donc, elle n'est pas faite que pour nous, elle est faite pour que tout le monde puisse s'en servir et puisse l'utiliser après dans ses propres actions quotidiennes ou professionnelles. Alors, peut-être une dernière question avant qu'on profite de ce petit déjeuner. Justement, toi, en tant que chercheur, tu le vois comment ton avenir après ce postdoc en Suède ? Alors après, je vais retenter les concours de maître de conférence. Ça serait vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, de pouvoir partager mon temps entre la recherche et l'enseignement. Ça peut être aussi dans d'autres instituts où c'est vraiment un peu plus axé sur de la recherche. J'avoue qu'il manquera un peu d'enseignement, mais peut-être que ça viendra du coup un peu plus tard. Mais voilà, de pouvoir poursuivre en alliant ces deux composantes du métier, qui font que le métier est intéressant, je trouve. Écoutez, tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non mais je cherche par quoi je commence. Ah oui, cherche. Ou pas. Toujours pas. Si tu cliques sur le... Tu peux reformuler ta question ? C'est le siège est un peu bizarre, là. Allez, petit jaune. Allez, viens bas, viens bas. Remets-toi peut-être un peu plus en arrière, Barbara. C'est pas un chêne, c'est pas un chêne. C'est pas. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir, t'as quelques minutes que je réfléchisse à...
Elle est pas bien là. Et vous prenez vraiment les gens sans qualification, sans déconner. Attends. On a été un peu moins bon, mais ça va.